Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Lex Talk. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux actions de groupe. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Lafarge-Sarkozy et Louis de Gaulle. Alors, vous êtes tous les deux avocats au sein du cabinet d'affaires de Gaulle, Fleurance et Associés. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Merci d'être ici. Alors, avant toute chose, dites-nous en quoi ce texte est-il innovant, Valérie ? Ce droit est innovant parce que c'est une nouvelle procédure qui n'existait pas jusqu'à présent. Nouveau mode d'indemnisation, puisque maintenant on va pouvoir être indemnisé en nature, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis surtout, nouvelle façon de se défendre, puisque le défendeur pourra être invisible une grande partie de la procédure. Qui peut initier une action de groupe ? Alors, ce sont les consommateurs, mais à travers des associations de consommateurs nationales, représentatives et agréées. Il y en a à peu près une quinzaine. Et la raison de ce choix, donc de ce monopole confié aux associations, c'est que précisément, elles sont représentatives, suffisamment sérieuses et légitimes pour qu'on puisse se passer de recueillir a priori dresser la liste définitive de toutes les victimes. On connaît les class actions à l'américaine. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent ? C'est différent en France. L'objectif était d'éviter les dérives qu'on connaît aux États-Unis et le fait que ces procédures font souvent l'objet de chantage, sont objets de chantage. Donc l'idée, c'était pas de punitif damages, pas d'avocat qui puisse initier les procédures et puis surtout, grande différence, pas de certification de la classe à l'origine. Quels sont les secteurs qui peuvent être visés par les actions de groupe ? Alors, ce sont les secteurs qui, évidemment, ont un lien avec les consommateurs. On est dans du B2C. Donc, ce sont les secteurs de produits et services, notamment l'assurance, la banque, la téléphonie, enfin, tous les grands producteurs de services, à l'exception de certains champs, notamment l'environnement et la santé, ne sont pas encore compris dans le périmètre de ces class actions. Est-ce qu'il y a déjà un premier cas en France ? Il y a déjà un premier cas, Foncia est concerné a priori par la première procédure qui a été initiée par UFC Que Choisir, qui indique qu'elle représente des clients de Foncia qui se plaindraient d'avoir reçu des quittances à concurrence de 2,90 € par quittance et qu'ils auraient payé les frais d'envoi de ces quittances et c'est de cela dont ils se plaignent. Alors en quoi les premiers dossiers seront-ils clés ? Ils seront clés parce qu'on va avoir évidemment un œil sur la jurisprudence et sur les premières décisions qui ont été rendues. Nous intervenons uniquement et nous interviendrons uniquement en défense dans l'intérêt de nos clients, qu'ils soient industriels, opérateurs de téléphonie mobile ou banquiers. Donc bien sûr, ce qui va nous intéresser, ce qu'on va regarder tout de suite, c'est quels vont être les éléments de défense qui vont être soulevés dans le cadre des premières procédures qui vont être initiées et les exceptions d'incompétence, les exceptions d'irrecevabilité, ce qui veut dire que les premières classes, actions de groupe, elles vont pouvoir durer probablement 5-6 ans avant qu'on parle d'indemnisation. Alors cette loi, elle vient se rajouter à de nombreuses lois de protection du consommateur. Finalement, est-ce qu'elle était nécessaire ? Alors sur le plan économique, certainement pas, puisque on avait... D'abord, elle risque d'impacter quand même la compétitivité des entreprises, puisque ça fait des menaces importantes. L'affaire Foncia en parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Au plan juridique, elle n'était pas vraiment nécessaire non plus, puisqu'on avait déjà un arsenal assez protecteur, et l'indemnisation existait déjà. Au plan sociologique et politique, c'est manifestement une autre histoire, puisqu'il fallait, l'Europe et la France ont considéré qu'il fallait absolument avoir un niveau de protection ou d'action similaire à celui des États-Unis pour pouvoir se classer dans des systèmes judiciaires équivalents. Alors, vous en avez parlé, est-ce qu'on peut prévoir une extension de l'action de groupe à la santé, à l'environnement et quand ? Alors, le calendrier initial était assez long, mais le gouvernement a accéléré les choses. Et dans le projet de loi qui est actuellement, ou qui va être en discussion au Parlement cet automne, l'extension au secteur de la santé est déjà prévue. Donc la loi sera votée en principe au début de l'année 2015 et c'est probable qu'à ce moment-là, ce soit étendu très rapidement. Quelles sont les ressources et les expertises nécessaires à un cabinet pour traiter au mieux les actions de groupe ? Elles sont nombreuses. La première, c'est avoir une équipe d'associés, de collaborateurs qui peut être mobilisable et mobilisée en urgence et pendant une période assez longue, qui connaissent le contentieux, qui connaissent la procédure civile bien, qui ont déjà traité des dossiers de masse. C'est
préférables et qui savent gérer des dossiers de crise. Et c'est précisément un peu l'ADN de notre cabinet, puisque nous fonctionnons sous un système d'équipe projet et donc on a une capacité rapide et forte à mobiliser la centaine d'avocats qui constituent le cabinet. Alors, comment vos clients, de leur côté, peuvent-ils anticiper ? Écoutez, il y a plusieurs moyens d'anticiper. Le premier, assez basique, dont on pourrait parler maintenant, c'est de regarder toutes les lettres RAR de consommateurs qu'ils auraient pu recevoir ou une décision de justice définitive qui les condamnerait à indemniser un de leurs clients consommateurs qui pourrait être dupliqué. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Lex Talk. À très vite.